sur Trésatal. Et bonjour. Alors, comme d'hab, on se retrouve ce soir. Donc là, normalement, ça doit être samedi ou vendredi, je sais pas quand je vais publier. Mais là, on est mercredi. Pour se regarder une fois encore, très à table. Heureusement, ce sera pas maligne. Je vous recommande d'aller quand même l'écouter parce que c'est quand même pas mal. J'ai pas fait au montage, malgré que c'est une histoire un peu horrible. Mais Maxime Chaton, il dit la vérité. Il dit franchement la vérité. Et donc aujourd'hui, ce sera nullissime en cuisine. Ouais, c'est long. Est-ce que c'est long? Ça a pas l'air. Ça a pas l'air du tout. Ouais, bon. Vous voyez? C'est pas du tout long. On l'a dit à 10 pages. 55. Ah oui, quand même. De 55 à 73. Non, 69, désolé. Ça fait combien? Oui, j'ai pas de calculatrice, donc hein, ça fait 14. Excuse-nous, hein, calculateur, hein. Excuse-nous, hein. Voilà. Donc, bref, alors, avant de faire ça, j'ai un petit récap à vous dire. Donc, j'ai enfin commencé à publier. Pas samedi, parce que samedi, je vous ai prévu avec l'espace jeune. D'ailleurs, petite collaboration avec l'espace jeune. Venez, on a une tobola à faire gagner. Je vous mettrai je vous mettrai la publication en pièce jointe. Franchement, ça donne envie. Hein. Voilà. Bref, et donc je reviens avec la pire classe de la Côte d'Or. Le scénario est écrit. C'est juste que j'avais un problème avec ça. Il me tenait mon téléphone. Donc, parce que normalement, c'est comme ça. Tu vois, c'est pas la même chose. Là, c'est juste parce que je le tiens. Donc, comme d'hab, vous avez dû voir ma publication. Je vous ai mis une bande-annonce de mes petits bonhommes. C'est que des photos. C'est que des photos. C'est des petits bonhommes. Ils sont de retour. Ils vont bientôt revenir. Bon, voilà, pas ce mois-ci par contre. Désolé. Je vais pas pouvoir finir à temps. Bon. Nul. Nullissime en cuisine. Alexandra Lapierre. Nul. Nullissime en cuisine. Cette périphrase m'a toujours stigmatisé. Un handicap pour la vie. Pis, une véritable infirmité. Il faut reconnaître que j'ai de qui tenir. Chez mes parents, la nourriture a toujours été un tabou. Ma mère, qui travaillait comme mannequin chez Dior, méprisait les plaisirs de la bouche et tenait pour vulgaire quiconque aimait manger. Son jugement était sur ce point d'une sévérité intraitable. Les arts de la table n'avaient pas droit de citer dans sa vie, et les gloutons étaient bannis de son entourage. Et pour cause, manger signifie pour elle grossir et perdre son gagne-pain. Oups! J'ai prononcé le mot interdit, pain. Durant mon enfance, je crois n'en avoir jamais vu sur table. Pas plus que du sucre et de la farine dans les placards. Quant au beurre, va de rétro satras. Pas de lait, bien sûr, sinon écrémé. Le réfrigérateur restait vide par principe, et quand on l'ouvrait, ce n'était que pour y prendre un yaourt à 0%. Et l'avalait à la lueur de la veilleuse de la porte, debout dans l'entremaillement. Vite, 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 car en plus de faire engraisser aux yeux de ma mère, manger n'était rien d'autre qu'une perte de temps. On avait mieux à faire que de gâcher des précieuses minutes. On ne parle même pas d'heures à confectionner et à engloutir des repas. L'existence était trop courte, l'énergie trop précieuse pour les gaspiller dans de telles trivialités. Si ma mère jugeait que la gourmandise était bien un péché capital, l'une des pires faiblesses de notre propre humanité, mon père la suivait sur ce terrain. Pour d'autres raisons. Lui ne s'intéressait qu'aux abstractions, les chiffres et les idées. Il était professeur de mathématiques, passionné par ses formules. Un pur esprit qui pouvait vivre d'air et d'eau. La chair, bonne ou mauvaise, ne le touchait pas. On pouvait lui faire avaler n'importe quoi. En vérité, ses papilles ne lui indiquaient pas vraiment la différence entre deux ingrédients. Il trouvait appétissante
une vieille tranche de jambon et se contenait volontiers d'une soupe en sachet ou d'un foie de morue en boîte. Quant au reste, il se satisfait du même menu, semaine après semaine. Ma mère lui disait facile. Elle ne le, Elle ne le caractérisait pas, ce mot, qu'en matière de bouffe. Ainsi appelait-elle la nourriture, et par opposition aux instincts de leur fille unique. Moi, Sophie, minimum. Résultat des courses, je ne sais rien faire dans une cuisine. Durant mes études, je n'ai guère progressé dans la voie et de la gastronomie. Je suis devenu ethnologue et mes voyages parmi les tribus de l'Amazonie m'ont appris à me contenter de peu. Mais le destin me réservait bien des surprises. Ma rencontre avec un garçon du Sud-Ouest héritier d'une longue tradition culinaire l'entrée dans ma vie de sa mère et de ses 5 sœurs toutes obsédées par la qualité des repas qu'elles concoctaient, les heures interminables passées autour d'une table à s'échanger des recettes, à comparer la qualité d'un foie gras, la façon de le saler, de le cuire, de le faire reposer, les histoires de canards, de conflits et de magrets, les discussions sur le choix des éleveurs, sur l'importance des fournisseurs, sans parler des accrochages autour de l'achat de la meilleure gazinière, de l'usage d'une cocotte, d'une terrine ou d'un chaudron. Tout cet univers qui m'était totalement étranger me fit l'effet d'une bombe. D'autant que j'étais tombé raide dingue, amoureuse du plus grand gastronome de la bande. Alain, mon prétendant, passait pour le meilleur chef de cette tribu de cuisinières. Je me mis immédiatement à la tâche. Peine perdue. Je découvris avec horreur combien j'étais nul. Mais nullissime en cuisine. Non seulement j'ignorais les premiers rudiments de la culture de base, éventuellement je parviendrais peut-être à les apprendre, mais je me révélais d'une maladresse chronique devant un fourneau. De tout temps, les travaux manuels m'ont posé problème dans mon travail, j'arrive néanmoins à me débrouiller. Mais là, dans une cuisine, ma gaucherie prenait une ampleur cataclysmique. Plats cassés, poêles brûlés. Quant aux fameuses casseroles, cocottes ou terrines, elles terminaient toujours à mes pieds. En dépit de tous mes efforts, impossible d'attraper le coup de poignet pour couper des légumes sans me taillader les doigts. Et je n'évoquerai même pas les cloques sur mes jambes ébouillantées. En un mot, je sortais de mes expériences culinaires comme du tranché, noir de suie, échaudé, blessé, et je ne dirai rien de mes résultats. Je tairai les tartes et les viandes carbonisées. Bref, un désastre. Ma nullité me désolait, d'autant plus que j'avais pris goût à la chose, non à faire la cuisine, bien sûr, mais déguster les mets auxquels je m'initiais. Les choses arrivèrent à leur paroxysme, quand le jeune homme qui avait déclenché en moi ce désir de le comprendre et de partager ses goûts, me demanda de l'épouser. Forte de l'audace que m'avaient inculpé ma mère et ses sœurs, une femme ne garde son mari que par l'estomac. Je paniquai en lui rappelant le danger auquel mon incurie exposait notre couple. Je suis nullissime en cuisine. Je le sais. Tu ne te rends peut-être pas compte à quel point. Il balaya l'argument d'un éclat de rire. Je te pratique depuis assez de temps pour m'être aperçu de l'ampleur des dégâts. Fais gaffe, Alain, fais gaffe. Ça ne va pas s'arranger. Non seulement je ne suis pas doué, mais en plus, mijoter des petits plats m'ennuie. Quelle importance. C'est moi qui m'en chargerai. Je cuisinerai pour nous deux. Et pour les enfants à venir? Oui, pour les 4 enfants que nous aurons. Tu n'oublieras pas de les nourrir, tu le jures, tous les jours. Il rit à nouveau, et même 2 fois par jour. Quand il annonça la nouvelle à sa mère et ses sœurs, le verdict fut immédiat et sans appel. Sophie te rendra peut-être heureux, mais mon pauvre chéri, avec elle tu ne vas manger
que des nouilles toute ta vie. Ainsi fut fait, à une exception près. Au terme de 2 ans de vie commune, mon mari, débordé par son travail, n'avait eu le temps de ne préparer que 2 repas. Et s'il ne mangeait pas des nouilles tous les jours, le malheureux devait en effet se contenter d'un service minimum à la maison. Une grande part de notre budget passait donc dans les gargotes du quartier. Mon incompétence était désormais de notoriété publique, entérinée et acceptée. Nous en étions là quand le directeur américain de la boîte d'import-export alimentaire où Alain travaillait vint en France et nous invita à dîner au restaurant de son hôtel. Pour nous, la soirée était d'une importance capitale. Alain désirait obtenir un poste au siège et habiter quelques années aux États-Unis. Quant à moi, je pouvais poursuivre mes travaux à l'étranger et partager son rêve. Nous voilà donc assis dans l'un des temples de la gastronomie parisienne. À mes yeux, à mes narines, à mon palais, tout semble délectable. Je vis une expérience magique. Certes, je ne suis toujours pas gourmet. Cependant, au contact des goûts de ma belle famille, j'ai tout de même fait des progrès. Fini ma passion des roudoudous et des carambars. Je sais aujourd'hui reconnaître les vraies bonnes choses. Et je lis dans les yeux d'Alain que je ne me trompe pas. Lui aussi se lèche les babines. Délicieux. Seul bémol à notre plaisir, notre hôte, le grand patron d'Alain, critique tout. La qualité du pain, la couleur du poivre, la taille des grains de sel. Sétentieux, il distille en anglais la liste des autres grands restaurants qu'il a fréquentés de par le monde. Et à l'entendre, celui-ci est totalement surfait, comme la plupart des grands restaurants en France. Nos chefs ont une réputation usurpée. Il se présente, lui, comme un gastronome, un vrai, auquel on ne la fait pas. Il pérore interminablement, racontant qu'il a renvoyé l'un après l'autre les plats des chefs les plus réputés dans beaucoup de villes d'Europe. Suit un couplet sur les vins bouchonnés dans les meilleures caves de Bourgogne et une nouvelle diatribe sur le fait que la cuisine française ne vaut plus rien. Dans ce lieu dont le raffinement m'éblouit, la soirée devient difficile et notre hôte pénible. Est-ce son dernier chapitre sur la médiocrité de la gastronomie française qui agace Alain à ce point? Je l'entends dire avec, à mon endroit, un sourire pince sans rire. Vous savez toutefois, monsieur, que vous êtes assis à côté de la meilleure cuisinière de tout Paris. J'embraille immédiatement et le suis sur le terrain en mi-dedans. Oh, tu exagères un peu, Alain, je me débrouille. Vous voyez comme elle est? Trop modeste. Même Bocuse et Robuchon lui demandent ses recettes. Vraiment? Je m'idole à nouveau. Ce sont de vieux amis. Ils sont très indulgents. Tu devrais donner à Monsieur Neff le secret de ton veau marengo. Pourquoi Alain me parle-t-il de veau marengo? Je ne sais même pas ce que c'est. Mais je ris sous cape et dis n'importe quoi. Le problème du veau marengo reste comme toujours celui de la provenance de la viande, ainsi que le choix du couteau pour découper les morceaux. Ah, en la matière, je recommande les couteaux d'origine vénézuélienne, les seuls qui soient acceptables, et blablabla, et blablabla, et blablabla. Je délire complètement. J'ajoute pour faire bonne mesure que dans le veau marengo, il faut absolument mettre du sucre dans les premières minutes, puis du miel quelques secondes plus tard, de la gelée du coing au bout d'1 heure et surtout de la cardamome au moment de servir. Monsieur Neff boit mes paroles, il est charmé par mes connaissances techniques et conclut le repas en me disant que je dois absolument rencontrer sa femme, qui est elle aussi une très grande chef.
oserais-je ajouter qu'Alain me glisse à l'oreille que l'épouse de Monsieur Neff est un chef américain célébrissime et qu'elle dirige 2 restaurants à New York. Nous sortons écroulés de rire. Mais ce que nous prenons pour un canular va déboucher sur l'impensable. Alain est nommé au siège et nous partons pour Austin, Texas. Sa mutation tient du miracle. Notre atterrissage aux États-Unis est plus difficile. Nous n'avons pas encore de logement et surtout pas de voiture. En attendant mieux, l'une de nos amies nous a trouvé un minuscule studio loin du centre, dans les faubourgs de la ville. Inconvénient, pas un magasin à la ronde. Impossible de faire les courses sans l'aide de ma voisine qui me conduit au supermarché à une dizaine de kilomètres. Nous campons depuis 10 jours et je me trouve encore dans les affres de l'aménagement quand le téléphone sonne. La voix d'Alain semble sombre. Neff est en ville et veut te voir pour le dîner. Oui, quand? Ce soir. Quelle barbe! Je n'ai pas encore défait les valises et je suppose que je dois vous rejoindre dans le centre, mais sans voiture au Texas. Pouvez-vous venir me chercher? Il veut dîner à la maison. Ah, c'est où chez lui? À la maison, Sophie, chez nous. Ici? Tu es fou! Tu lui as fait un effet bœuf à Paris. Il désire goûter ta cuisine. Il va être servi. Blague à part, Alain, il faut tout de suite qu'on réserve une table dans un restaurant. Impossible. Il se répand partout en disant qu'il ne veut plus mettre les pieds dans un lieu public, qu'il déteste tous les restaurants d'Austin. Alors invite-le dimanche, quand toi tu auras eu le temps de lui concocter l'un des petits plats de ta mère. Impossible. Neve veut te voir au fourneau et il veut ce soir. Et quand Neve veut quelque chose, on a intérêt à lui obéir. Les secrétaires du bureau m'ont dit qu'il était très seul en ce moment. Sa femme actuelle vient de le plaquer et demande le divorce. La précédente a disparu de la circulation. Il a remué ciel et terre pour renouer avec son fils unique, qu'il ne voit plus depuis 3 ans. D'après les ragots, le jeune homme le déteste et ne veut plus lui parler. Il s'est même volatilisé. Pas fou le gosse. Il le fuit au bout du monde. Peut-être, mais résultat, le tyran fait une déprime et le tyran veut dîner chez nous. Alain, c'est impossible. Même si nous pouvions le recevoir ici, je n'ai aucun moyen d'aller faire les courses. En tout cas, aujourd'hui, la voisine n'est pas là pour me conduire au supermarché. Qu'avons-nous dans le placard de la cuisine? Rien, des pâtes. Sophie, tu exagères. Quoi d'autre? Un bocal de sauce tomate au basilic. Tu avais été prévenu, mon vieux. Des nouilles ad vitam. Je ris, mais cette fois il ne me trouve pas drôle. Et la conversation risque de tourner à la scène de ménage. Je le sens tendu et au fond très inquiet de l'insistance de Nef. Je réfléchis et reprends. Je te propose autre chose. Je range le studio et je dresse une jolie table. Cela, je maîtrise. Je cuis les pâtes et réchauffe la sauce tomate. De cela aussi, je suis capable. Nous le recevons, nous lui offrons un verre, puis au moment de le servir, je fais tomber le plat dans la cuisine en poussant les hurlements. Cela surtout, je sais le faire. Et ensuite, on l'emmène au restaurant. Banco! Quand j'entends le bref coup de sonnette et la clé dans la serrure, j'ai tout de même le cœur qui s'arrête. Je ne suis pas très habitué à cette sorte de mise en scène. D'ordinaire, je n'orchestre pas mes malheurs culinaires. Il n'arrive tout seul. Nef me salue, solennel. Je n'avais pas mesuré à Paris combien il était impressionnant. En costume 3 pièces, la cravate de soie assortie à sa chemise et les mocassins cirés. Il évoque un businessman des années 50. Il est à la fois pompeux, grand et gros. Dans notre studio, il explose. Par bonheur, côté apéritif, j'avais 3 cacahuètes et une bouteille de Prosecco au réfrigérateur. Pas terrible pour un grand connaisseur de vin qui ne boit que du champagne avant le repas. Notre hôte goûte réfléchi et me demande d'un air perplexe ce que c'est.
Je réponds un petit mousseux italien dont nous ne cessons de nous féliciter. Avec le menu qui va suivre, je ne pourrais rien servir d'autre. En vérité, si je ne me sentais pas piégé par la situation, j'irais jusqu'à trouver délicieuse l'odeur de tomates au basilic qui monte à la kitchenette. Et si on lui donnait quand même des nouilles à ce snob? Tu nerfs, Sophie, ce n'est pas le moment de craquer. Nef reprend ses doctes propos de toutes les bêtises qu'il nous a servi durant notre repas parisien, et rebelote quant à la pauvreté de la cuisine française. Seule variante, il inclut désormais la gastronomie italienne dans la décadence générale. Bon, l'heure tourne. Au Texas, les restaurants ferment tôt. Celui où nous avons réservé une table est toujours pris d'assaut. Le temps presse. Passons à notre petite comédie. Je me lève et disparais derrière le bar de la cuisine américaine. Il peut m'apercevoir tournant ma sauce, rajoutant du sel et du poivre, goûtant, transvasant quelques mets délicieux, l'eau des pâtes, dans un plat, puis dans un autre. Je m'affaire, et soudain, bing, bang, boum, avec un cri d'horreur dans un grand bruit de casserole, je fais tout tomber. La seule chose que je n'avais pas prévue, c'est que la sauce tomate giclerait partout. Le sol, les plaintes, les livres de la bibliothèque, tout est rouge, jusqu'au milieu de la pièce. Quant à moi, je semble être carrément tombé dans le pot. J'ai de la sauce tomate dans les cheveux, sur le front, sur ma robe, même sur les anneaux de mes boucles d'oreilles. Ce que je n'avais pas planifié non plus, c'est que Monsieur Neff aurait lui aussi ses chaussures et le bas de son pantalon totalement maculé, sans parler des éclats sur sa cravate. Le désastre a vraiment pris la forme d'un cataclysme. Ma confusion à ce stade est sincère et totale. Comment décrire ma désolation? À quatre pattes, je me confonds en excuses, en nettoyant furieusement les mocassins de Monsieur Neff. Il me laisse faire, il se tend debout aussi rouge que toute la maison, comme tétanisé par l'ampleur des dégâts. Il n'a pas proféré une parole, mais il semble outré, ou plutôt au-delà de l'outrage, dans un état proche de l'apoplexie. Je sens toutefois que le choc passé, je vais en prendre pour mon grade, et je courbe l'échine à l'avance, me sentant extrêmement coupable à son égard. Le seul qui semble avoir échappé à la catastrophe générale est Alain. Pas une goutte de sauce tomate ne l'a atteint. Lui, il reste impeccable dans son costume d'homme d'affaires et maître de la situation. Lui, il a tout de suite compris que dans l'état où j'avais mis son patron, nous ne pourrions plus l'emmener dîner au restaurant. Aussi, sans attendre, sans même se donner la peine de m'aider à nettoyer le costume de M. Neff, a-t-il décroché le téléphone, a commandé une grande pizza. Dans ma panique, j'avais raté ce détail, et le buzz de l'interphone qui vient interrompre mes ménages, met le comble à mon affolement. Ce coup de sonnette semble d'ailleurs avoir réveillé M. Neff. Sortant de son hébétude, il me repousse d'un coup de pied et m'agonie d'injures. Et je le regrette d'annoncer à ma mère qu'elle a baisé la terre entière et qu'elle était une putain de dégueulasse. Quant à moi, sa fille, dès mon plus jeune âge, j'ai été vendu à des Mexicains auxquels je fais des pipes depuis toujours. On en était là, quand le livreur de pizza est entré dans le salon. Par chance, le jeune homme n'était pas mexicain. Sinon, à ce stade d'hystérie, je n'ose imaginer les horreurs que M. Neff lui aurait balancées. Pendant que Neff continue à m'envoyer me faire enculer par des PD, le garçon dépose en carton le carton de la pizza sur la table basse. Ce qui se passera ensuite reste à ce jour l'un des moments les plus forts de ma vie. Le regard du livreur a-t-il croisé celui du patron en fureur, le forçant au silence. Quoi qu'il en soit, je n'entends pas la fin de la phrase qui me voue à la sodomie et à la luxure universelle. Et quand je me relève, je suis témoin d'un coup de foudre.
comme je n'en ai jamais vu. Monsieur Neff et le livreur de pizza se tiennent face à face. Ils se dévisagent. Ni l'un ni l'autre ne profèrent un mot. Ils restent là, en contemplation, l'un de l'autre, et l'émotion qui les étreint bouleverserait n'importe qui. Même Alain semble pétrifié. Aucun doute possible. Ces deux êtres sont tombés en amour. En tout cas, en fascination réciproque, la rencontre à laquelle nous assistons nous dépasse. Comment mesurer le temps que dure ce moment? Alain se tint debout à côté de moi. Tous deux, nous sommes comme happés par le visage de nos visiteurs. Le jeune homme était de petite taille, très mince, presque maigre, si tendu que sa concentration me paraît proche de la souffrance. Ce qui me frappe, ce sont les yeux levés vers Monsieur Neff, noirs, brûlants. Monsieur Neff le domine d'une tête. Ils n'ont rien en commun, excepté ce regard noir, et brûlant, lui aussi. Dans celui de Monsieur Neff, je note toutefois une différence. J'y lis une joie indicible. Je ne comprends pas ce qui se joue, du moins pas immédiatement. Le jeune homme a brisé le charme en affectant de s'adresser à l'un. Il ne parvient toutefois pas à parler, mais il s'est ressaisi en lui présentant sa facture en silence. Avant même qu'Alain ait pu réagir, M. Neff a sorti son portefeuille. Il en tire précipitamment un billet de 100 $, le tend au livreur et lui dit de garder la monnaie. L'autre le laisse en suspense, son billet à bout de bras. Méprisant, il s'est détourné. Il a empoché l'argent d'Alain et se dirige vers la porte, sans un mot. Il va sortir. Monsieur Neff, pâle, comme la mort, vacille, perd l'équilibre et s'effondre sur le sofa. Je crois à un infarctus et me précipite. Je n'ai pas le temps d'arriver jusqu'au canapé. Le livreur m'a devancé. Penché sur Monsieur Neff, il a desserré son nœud de cravate et crie: Papa? Papa, ça va? Qui dira la suite de ce dîner complètement fou? Nous voilà tous les quatre assis autour de la table basse, tirant joyeusement sur les fils d'une pizza au fromage. Le père et le fils ont 3 ans d'amour à rattraper. Ils ne s'en privent pas et dévorent la vie à pleines dents. Je crois que nul n'a jamais trouvé une pizza froide plus délicieuse. De mes talents culinaires, M. Neff dit qu'il se souviendra longtemps. Il dit aussi que je suis à ses yeux la meilleure chef française, la seule capable de ressouder les destins avec mes petits plats, la seule capable d'inventer une bonne bouffe pour réunir les cœurs et les familles brisées. Nullissime peut-être, mais triomphante. Mais que dire de cette histoire? Alors au début je l'ai quand même trouvé à quelques longueurs, on a un peu, je sais pas, on a envie de savoir un peu ce qui va se passer, mais c'est lent. C'est lent à se mettre en place, tu vois, t'as quelques pas, c'est vrai, mais en lisant, c'est lent. Bon, j'aime bien l'histoire, ok, mais bon, elle est pas forcément intéressante. Je sais pas, je crois que c'est pas tellement ma préférée. Voilà. Franchement, voilà, c'est tout. C'est pas